Notre voyage a commencé le 24 mai. Nous avons quitté le port de Long Beach et mis le cap sur Yokohama. La cargaison était composée de conteneurs contenant du matériel industriel. L'équipage était composé de 22 personnes. J'étais second lieutenant. Les 2 premières semaines se sont déroulées sans incident. Le temps était excellent et la mer calme. Le travail se déroulait comme prévu. Quart à la passerelle, vérification des équipements et remplissage des documents du navire. La monotonie est le principal compagnon de ces voyages. Les jours se confondaient en un long cycle prévisible. Nous ne voyions que l'eau et le ciel, et l'horizon restait inchangé pendant des heures. La nuit, les étoiles brillaient immobiles au-dessus du pont. Il n'y avait aucun autre navire, aucun signe de vie à l'exception du nôtre. Je m'étais habitué à cette situation. Elle ne suscitait aucune émotion, seulement un constat. Nous étions seuls au milieu d'une vaste étendue d'eau. Les communications avec la terre ferme étaient stables et tous les systèmes fonctionnaient normalement. Le capitaine Sterling, un homme de 30 ans d'expérience, maintenait un ordre strict à bord. Tout écart par rapport à la routine était immédiatement signalé. Nous avions confiance en notre navire et en nos actions. Nous avons reçu le signal de détresse le 16e jour de notre voyage. Cela s'est produit pendant mon quart, vers 3 heures du matin, heure du navire. Un point est apparu sur l'écran du système de navigation. Le signal était faible mais régulier. Il s'agissait des coordonnées transmises sur le canal d'urgence. Pas de message vocal, pas d'indicatif d'appel, juste une position dans l'océan. J'ai immédiatement prévenu le capitaine. Sterling est arrivé sur la passerelle 5 minutes plus tard. Il alla regarder la carte. Le point se trouvait à environ 90 milles au sud-est de notre route. La terre la plus proche, les îles Hawaï, était à près de 1000 milles. La voie maritime la plus fréquentée était à au moins 500 milles. Sterling a contacté les gardes-côtes. Ils ont confirmé qu'ils pouvaient également voir le signal, mais qu'ils n'avaient aucun navire dans la zone capable d'atteindre l'emplacement en moins de 2 jours. Nous étions les seuls à être suffisamment proches. En vertu du droit maritime, nous étions tenus d'intervenir. Le capitaine a donné l'ordre de changer de cap. Nous avons navigué vers le point désigné pendant environ 4 heures. L'aube s'est levée, l'horizon restait dégagé. À mesure que nous nous approchions, nous avons commencé une recherche visuelle. À travers mes jumelles, j'ai été le premier à apercevoir une tache sombre sur l'eau. C'était un petit radeau pneumatique, un modèle standard conçu pour 6 à 8 personnes. Le radeau était noir, sans aucun signe distinctif, numéro ou drapeau. Il dérivait. Le capitaine nous a ordonné de ralentir et de mettre un canot à moteur à l'eau. Je suis monté dans le canot avec le maître d'équipage et 2 marins. On nous a donné une trousse de premiers secours et une réserve d'eau. Lorsque nous nous sommes approchés du radeau, nous avons vu qu'il y avait une personne à bord. Elle était allongée sur le fond, face contre terre. Elle était complètement nue. Nous l'avons appelée à plusieurs reprises. Elle n'a pas répondu. Nous sommes montés sur le radeau. L'homme était inconscient, mais il respirait. Sa respiration était faible et irrégulière. Nous avons fouillé le radeau. Il n'y avait rien à l'intérieur, pas de matériel de secours, pas de rame, pas de fusée de détresse. Seulement cet homme. Nous l'avons retourné avec précaution. C'était un homme d'une 40aine d'années. Il avait les cheveux courts et foncés et était de constitution mince. Sa peau était cendrée, mais ne présentait aucun signe de coup de soleil ou d'exposition prolongée à l'eau salée. Il semblait émacié. Ses os étaient clairement visibles sous sa peau, mais ses lèvres n'étaient pas gercées et sa peau n'était pas sèche. Ces signes étaient inhabituels pour un homme qui avait passé beaucoup de temps en pleine mer. Nous l'avons descendu dans le canot et l'avons hissé à bord de notre navire. Il a immédiatement été conduit à l'infirmerie. Le médecin du bord, Hemlock, a commencé à l'examiner sans attendre. Je suis resté pour l'assister. Hemlock a pris son pouls. Il était lent mais régulier. Sa température corporelle était basse
environ 34 degrés Celsius. Le médecin a tenté de le réanimer, mais en vain. Il a ensuite vérifié ses pupilles. Il a braqué une petite lampe torche dans ses yeux. Il n'y a aucune réaction. Les pupilles restèrent dilatées et ne se contractèrent pas à la lumière. Hemlock répéta l'opération 3 fois. Le résultat fut le même. Il mit l'homme sous perfusion avec une solution saline. Puis il attira mon attention sur un autre détail. Il dit que l'homme secouru ne présentait aucun signe de déshydratation. Pour une personne retrouvée au milieu de l'océan, c'était physiquement impossible. Le corps n'aurait pas pu être dans un tel état après plusieurs jours sans eau potable. Hemlock préleva des échantillons de sang pour analyse. Le capitaine Sterling descendit à l'infirmerie 1 heure plus tard. Hemlock lui fit part de l'état de l'homme. Inconscient, température basse, absence de réaction des pupilles à la lumière et aucun symptôme de déshydratation. Il déclara que d'un point de vue médical, cela était inexplicable. Le capitaine écouta sans poser de questions. Puis, il s'approcha du lit de camp et regarda l'homme secouru. Son visage ne trahissait aucune émotion. Après un long silence, il donna l'ordre. L'homme devait rester à l'infirmerie. La porte devait être verrouillée de l'extérieur. Aucun membre de l'équipage ne devait entrer sans son autorisation expresse. Un gardien devait rester à la porte en permanence. Le capitaine ordonna qu'un rapport complet de l'opération de sauvetage soit rédigé et consigné dans le journal de bord. Lorsque je lui demandai ce que nous allions faire ensuite, il répondit que nous allions maintenir notre cap vers Yokohama et rester en contact avec les gardes-côtes. Il ajouta que cet homme était sous notre responsabilité jusqu'à notre arrivée au port. Je sentis mon pouls s'accélérer. La décision du capitaine était logique du point de vue de la sécurité. Mais cela signifiait également que cet homme étrange et inconscient allait rester à bord avec nous pendant au moins 2 semaines supplémentaires. Le soir, je pris mon quart. Le navire suivait son cap. L'océan était aussi calme qu'auparavant. Mais maintenant, ce calme ne me semblait plus normal. Je regardais sans cesse les écrans radars, attendant de voir quelque chose d'autre. Mais il n'y avait rien d'autre que le vide tout autour de nous. Avant d'aller me coucher, j'ai vérifié 2 fois la serrure de la porte de ma cabine. Je me rendais compte que je me sentais très mal à l'aise. Les premières de 24 heures se sont écoulées. L'homme dans la salle médicale n'a pas repris conscience. Son état restait inchangé. Son pouls était lent et sa température corporelle basse. Hemlock continuait à le nourrir par intraveineuse, mais son corps semblait ne pas réagir. Le médecin a conclu que, d'un point de vue physiologique, le patient devait soit mourir, soit montrer des signes d'amélioration. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Son corps existait dans cet état stable et anormal. La tension à bord monta. L'équipage continuait à vaquer à ses occupations, mais les conversations se faisaient plus discrètes. Les marins évitaient de s'approcher de la porte de l'infirmerie. Les gardes en service à l'entrée signalaient qu'aucun bruit ne provenait de l'intérieur. Le capitaine Sterling affichait un calme apparent, mais il ordonna de doubler les patrouilles de nuit. Il s'agissait d'une mesure de précaution dont la raison n'était pas précisée, mais tout le monde la comprenait. Nous avions embarqué quelque chose d'inconnu, et nous étions désormais enfermés avec cette chose au milieu de l'océan. Le 2e jour, des événements étranges commencèrent à se produire. Le premier à signaler la disparition d'un objet fut l'un des ingénieurs, Corbin. Il ne trouvait plus sa montre-bracelet. Il affirmait l'avoir toujours laissée sur une petite étagère près de sa couchette. Il mit la cabine sens dessus-dessous, mais la montre était introuvable. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Il arrive parfois que des objets se perdent sur un bateau. Mais quelques heures plus tard, un autre marin se plaignit que son père lui avait donné un briquet qui avait disparu. Le soir même, le cuisinier ne trouva plus son couteau à viande préféré. Il s'agissait de petits objets personnels
sans valeur pour un voleur. Le capitaine interrogea l'équipage, mais personne n'avait rien vu. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une blague idiote. Sterling prit l'affaire au sérieux et avertit que le coupable serait sévèrement puni. Mais personne n'avoua. Je remarquai que les marins commençaient à fermer leur cabine à clé plus souvent, même s'ils ne s'absentaient qu'en quelques minutes. Le sentiment de sécurité personnelle à bord du navire commença à disparaître. Le lendemain matin, je découvris des rayures sur le mur de ma cabine. 3 rainures profondes et parallèles sur la cloison métallique juste à côté de la porte. Elles semblaient avoir été creusées avec quelque chose de très dur. La peinture avait été grattée jusqu'au métal nu. Le plus étrange, c'est qu'elle se trouvait à l'intérieur. J'avais passé toute la nuit seul dans ma cabine et je n'avais certainement pas fait cela. J'ai immédiatement signalé la chose au second, Red. Il a inspecté ma cabine, puis nous avons vérifié plusieurs cabines voisines. Dans la cabine du maître d'équipage, nous avons trouvé des rayures similaires, mais à l'intérieur de la porte. Lui aussi jurait n'avoir rien entendu ni rien fait. Nous avons signalé cela au capitaine. Il a ordonné à Red de vérifier les images des caméras de surveillance. Sur notre navire, des caméras étaient installées dans les couloirs principaux, sur le pont, dans la salle des machines et sur les ponts ouverts. Bien sûr, il n'y en avait pas dans les quartiers d'habitation. Red a passé plusieurs heures à visionner les enregistrements de la nuit précédente. Puis il nous a appelés, le capitaine et moi, dans la timonerie. Il était pâle. Il a allumé l'un des écrans sans un mot. C'était l'enregistrement d'une caméra installée dans le couloir des quartiers d'habitation sur le pont inférieur. L'heure indiquée à l'écran était environ 2 heures du matin. Le couloir était vide et éclairé par la faible lumière des lampes de secours. Soudain, une ombre sombre s'est glissée sous la porte d'une des cabines où dormaient 2 marins. Cela ne ressemblait pas à l'ombre d'une personne ou d'un objet. C'était une silhouette informe et plate qui se déplaçait sur le sol comme un liquide renversé. Elle traversa lentement le couloir et disparut sous la porte de la cabine d'en face. Quelques minutes plus tard, elle réapparut et retourna dans la première cabine tout aussi silencieusement. Nous avons regardé ce fragment plusieurs fois. Le mouvement était totalement silencieux. Aucune des personnes qui dormaient dans ces cabines n'a signalé quoi que ce soit Boyce le lendemain matin. Red a ensuite diffusé un autre enregistrement, provenant d'une caméra pointée vers la poupe du pont. L'enregistrement montrait une silhouette sombre, désormais plus humaine, debout à l'extrême bord du navire. Elle essaie de rester là pendant environ 10 minutes, fixant simplement l'eau. La qualité de l'image était trop mauvaise pour distinguer des détails. Puis la silhouette s'est dissoute. Elle ne s'est pas éloignée ni n'a sauté. Elle a simplement disparu entre 2 images. J'ai senti ma respiration devenir haletante. Alors que nous essayions de comprendre ce que nous avions vu, le maître d'équipage nous a appelés par l'interphone. Il effectuait une inspection de routine de la coque et avait découvert des dommages. Nous l'avons rejointe à l'arrière. Il nous a montré l'échelle de tempête, une échelle de corde qui avait été rangée et fixée sur le côté du navire. Plusieurs des échelons inférieurs en bois massif étaient cassés, et les 2 cordes épaisses qui les maintenaient en place étaient partiellement effilochées. Mais le plus important était la nature des dégâts. On aurait dit que quelque chose avait essayé avec une grande force de grimper à l'échelle depuis l'eau pour monter sur le pont, plutôt que de descendre. La fixation métallique de l'échelle au pont était tordue vers le haut. Le maître d'équipage a déclaré qu'une telle force ne pouvait être exercée que par une petite grue portuaire, et non par un être humain. Nous sommes de retourner sur le pont. Le capitaine Sterling est resté silencieux pendant un long moment, les yeux fixés sur la carte de navigation. La situation devenait incontrôlable. Des événements inexplicables se produisaient à bord qui avaient commencé immédiatement après que nous ayons repêché l'homme. Mais cet homme
était toujours allongé, immobile, dans la salle médicale fermée à clé et surveillée 24 heures sur 24. Il ne pouvait pas être physiquement impliqué dans tout cela. Le second, Red, a suggéré que nous avions recueilli plus d'un survivant à bord. Il y avait quelque chose d'autre sur ou sous le radeau qui s'était introduit à bord sans que personne ne s'en aperçoive. Le capitaine ne répondit pas. Il donna l'ordre de fermer toutes les issues vers les ponts ouverts à la tombée de la nuit et de poster 2 gardes dans les couloirs. Il interdit également à tous les membres d'équipage de se déplacer seuls sur le navire. Je compris que notre navire n'était plus un endroit sûr. Il s'était transformé en un territoire isolé où quelque chose d'hostile et d'incompréhensible était à l'œuvre. Je conclus qu'il n'y avait plus d'explication logique à ce qui se passait. Les 2 jours suivants se déroulèrent dans une angoisse oppressante et assourdissante. La vie à bord changea. L'équipage ne se déplaçait plus dans les couloirs et sur les ponts qu'en groupe, même pendant la journée. Le travail s'effectuait en silence, sans conversation inutile. Presque personne ne parlait dans le mess pendant les repas. Chaque regard, chaque bruit aléatoire dans le couloir provoquait une réaction immédiate. Je voyais des hommes mûrs, endurcis par la mer, frissonner au moindre craquement d'une cloison ou au moindre ronronnement du système de ventilation. Le sommeil devint un problème pour beaucoup. Hemlock commença à distribuer un somnifère léger, mais il admit que cela n'aidait pas beaucoup. L'homme à l'infirmerie ne bougeait toujours pas. Sa présence semblait être la source de tout ce qui se passait, l'épicentre immuable de l'anomalie. Les gardes à sa porte avaient été doublés. Désormais, 2 marins étaient en service à tout moment, avec pour ordre de ne pas quitter la porte et le couloir des yeux. Le capitaine Sterling ne quittait presque jamais la passerelle, étudiant sans cesse les cartes et les rapports, comme s'il essayait d'y trouver une logique qui n'existait plus. L'événement qui détruisit ce qui restait de notre sang-froid se produisit la 3e nuit après la découverte des dégâts sur la passerelle. Corbin, le mécanicien dont la montre avait disparu, était de garde dans le couloir central. Son collègue était allé aux toilettes pour quelques minutes. À ce moment-là, Corbin me contacta par radio. Sa voix était brisée. Il dit qu'il le voyait. Je lui demandai qui exactement. Il répondit « Celui du radeau ». Je lui ai immédiatement dit de rester où il était et de ne s'approcher sous aucun prétexte. Puis j'ai appelé le capitaine et nous nous sommes dirigés vers lui, ensemble. Lorsque nous sommes descendus, Corbin se tenait au milieu du couloir, le dos contre le mur. Il était pâle. Il a pointé d'une main tremblante un grand hublot donnant sur le pont. Il a dit « Il était juste là. Il me regardait. » J'ai regardé dans la direction qu'il indiquait. Il n'y avait personne dans le couloir. Je lui ai demandé où il était allé. Corbin a répondu qu'il n'était allé nulle part. Il a essayé d'expliquer ce qu'il avait vu. Selon lui, il avait remarqué la silhouette de l'homme que nous avions secouru au fond du couloir. Il se tenait immobile, nu et pâle, exactement comme nous l'avions ramené. Corbin s'est figé, ne sachant que faire. Il ne comprenait pas comment il avait pu sortir de la salle médicale verrouillée. Il fixait la silhouette, puis jeta accidentellement un coup d'œil à son reflet dans la vitre épaisse du hublot. Et le reflet était différent. Il répéta plusieurs fois cette phrase. Le reflet était différent. Je lui demandai de décrire ce qu'il voyait. Il répondit que le reflet n'était pas celui d'un homme nu et émacié. C'était celui d'un homme grand, vêtu d'un uniforme sombre, semblable à un uniforme de marine. Le visage dans le reflet était impossible à distinguer. Il était dans l'ombre, mais Corbin disait qu'il sentait le regard de l'homme sur lui. Au moment où il a regardé le reflet, la silhouette dans le couloir a disparu. Elle s'est simplement volatilisée. Nous avons immédiatement vérifié la salle médicale. La porte était fermée à clé. Les 2 gardes en service à l'autre entrée de l'aile ont juré que personne n'était entré ni sorti. Nous sommes entrés. L'homme était allongé sur la couchette dans la même position. Son corps était froid,
sa respiration à peine audible. Rien n'avait changé. La version de Corbin était physiquement impossible. Le capitaine lui ordonna de regagner sa cabine et de se reposer, estimant que le marin hallucinait à cause du stress. Corbin partit sans dire un mot. Il semblait complètement brisé. 2 heures plus tard, son remplaçant signala que Corbin ne s'était pas présenté à son quart. Nous nous rendîmes dans sa cabine. La porte était fermée de l'intérieur. Nous avons frappé, mais personne n'a répondu. Le capitaine a ordonné de défoncer la porte. Lorsque nous sommes entrés, la cabine était vide. Le hublot était solidement barricadé. Les vêtements de Corbin étaient soigneusement pliés sur la couchette. Ses bottes se trouvaient près du lit. Il était introuvable. Nous avons organisé une fouille minutieuse du navire. 20 hommes ont passé au peigne fin chaque compartiment, chaque cale, chaque magasin. Les recherches se poursuivirent toute la nuit et jusqu'au matin. Nous ne trouvâmes aucune trace de Corbin. Il n'avait pas pu tomber par-dessus bord. Toutes les issues de vers le pont étaient verrouillées et son absence aurait été remarquée par la veille. Il n'avait pas pu se cacher. Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur un cargo où l'on peut se cacher de 20 personnes. Il avait disparu d'une cabine fermée de l'intérieur sur un bateau naviguant au milieu de l'océan Pacifique. Le soir venu, le capitaine Sterling a interrompu les recherches. Il devait consigner la disparition du membre d'équipage dans le journal de bord. J'étais avec lui sur le pont. Il était assis à la table, un épais livre relié en cuir ouvert devant lui. Il consignait méthodiquement tous les événements de sa calligraphie soignée. Le sauvetage d'un homme, les symptômes étranges, les objets manquants, les égratignures, les enregistrements vidéo, le récit de Corbin et enfin sa disparition. Quand il eut terminé, il ferma les yeux pendant quelques minutes. À ce moment-là, je remarquai quelque chose sur la page précédente. Sous l'entrée du capitaine de la veille, plusieurs lignes étaient écrites d'une autre main. Les lettres étaient soignées, presque imprimées, écrites à l'encre noire. L'écriture ne ressemblait à celle d'aucun membre de l'équipage. Je le signalai au capitaine. Il ouvrit les yeux et regarda la page. Son visage resta impassible, mais je vis les muscles de sa mâchoire se crisper. L'inscription disait « Ce corps est confortable, merci pour la chair ». Je sentis un vide intense dans mon estomac. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Je compris que la créature n'était plus seulement une ombre sur le film ou une hallucination. Elle était parmi nous. Elle avait pris possession d'un membre de l'équipage et avait appris à écrire. Le capitaine Sterling ferma le journal de bord. Il ne dit pas un mot. Il se leva, se dirigea vers le hublot et fixa longuement l'obscurité. Je restais immobile, sans bouger. Le bruit des instruments sur le pont, qui avait toujours été un bruit de fond, semblait maintenant assourdissant. Je relus l'inscription. « Ce corps est confortable. Merci pour la chair. » Des lettres nettes, inconnues. Le capitaine se tourna vers moi. Son visage était calme, mais je remarquai que ses mains étaient crispées en poings, si serrées que ses jointures étaient larges et blanches. Il dit que cette information ne devait pas quitter la passerelle. Personne d'autre que nous deux ne devait être au courant de cette entrée. Il suggéra que si la créature pouvait écrire dans le journal de bord, elle devait avoir accès à la cabine du capitaine. Cela signifiait que la personne qu'elle avait choisie était soit un officier, soit quelqu'un ayant accès à la passerelle. Cela réduisait le cercle des suspects, mais rendait la situation encore plus dangereuse. L'ennemi ne se trouvait pas parmi les marins dans la cale. Il était ici, dans le centre de contrôle du navire. Les jours suivants se transformèrent en un cauchemar silencieux. La paranoïa s'installa à bord. Le capitaine, le second et moi-même, qui avions été contraints de mettre raid au courant, commençâmes à surveiller les autres de près. Chaque geste, chaque mot, chaque regard était analysé. L'équipage, sentant notre tension et ignorant sa cause réelle,
commença également à changer. Les gens se divisèrent en petits groupes qui restaient entre eux. De vieilles amitiés s'effondrèrent. Les regards échangés entre les marins devinrent suspects et hostiles. Je vis un mécanicien qui travaillait avec le maître d'équipage depuis 10 ans éviter de s'asseoir à la même table que lui. Tout écart par rapport au comportement attendu était considéré comme une menace. Une personne trop silencieuse éveillait les soupçons. Ceux qui tentaient trop de plaisanter éveillaient encore plus les soupçons. Le navire poursuivait sa route, mais son âme était morte. Nous étions 20 terrains, enfermés dans une coque d'acier, et l'un d'entre nous n'était plus humain. Le deuxième jour après la disparition de Corbin, nous avons décidé d'examiner à nouveau le corps à l'infirmerie. Hemlock, le capitaine et moi sommes entrés. L'odeur dans la pièce avait changé. Il y avait une légère odeur sucrée de décomposition. Nous nous sommes approchés du lit de camp. Extérieurement, l'homme semblait identique, mais Hemlock remarqua immédiatement des changements. Il désigna la peau du patient. Des taches cadavériques commençaient à apparaître. Le médecin vérifia son pouls. Il n'y avait plus de pouls. Il vérifia sa respiration à l'aide d'un miroir. Il ne respirait plus. Hemlock prononça son décès. Mais il ajouta que c'était impossible. Le corps se trouvait dans une pièce chaude et, selon toutes les indications, le processus de décomposition aurait dû commencer bien plus tôt si la mort était survenue ne serait-ce qu'un jour auparavant. Ici, on aurait dit que le corps était mort quelques heures auparavant, mais qu'il se décomposait à un rythme anormal. Hemlock émit une hypothèse. Il dit que quoi que ce soit qui ait maintenu le corps en vie l'avait quitté. Et dès que cela s'était produit, l'enveloppe vide avait immédiatement commencé à se décomposer. Cela confirmait notre pire hypothèse. Le transfert était terminé. La créature avait complètement quitté son ancien corps et habitait désormais un nouveau. Plus tard dans la soirée, je croisai le maître d'équipage dans le couloir. C'était un homme grand et taciturne qui ne parlait que très rarement, sauf pour le travail. Il m'arrêta, ce qui était inhabituel en soi. Il me regarda droit dans les yeux. Son regard était calme et clair, mais il y avait quelque chose d'inhabituel, une profondeur que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il dit « Le capitaine a l'air fatigué. Il va bientôt avoir besoin de repos. » Je ne répondis rien. Il poursuivit d'une voix calme et monocorde. « Nous aurons tous besoin de repos, d'un repos profond et long sous l'eau. C'est très calme là-bas. » Après ces mots, il sourit légèrement et continua son chemin dans le couloir. Ma bouche s'est asséchée et mon cœur s'est mis à battre si fort que je le sentais dans ma gorge. Je me suis appuyé contre le mur. Je ne soupçonnais plus seulement qui était le nouveau porteur. J'en étais désormais certain. Je me suis immédiatement rendu sur le pont et j'ai tout raconté au capitaine Sterling. Il m'a écouté sans m'interrompre. Son expression n'a pas changé. Lorsque j'ai eu terminé, il a fixé l'écran de navigation pendant plusieurs minutes, observant le lent mouvement de notre navire. Puis, il prit sa décision. Il dit que nous ne pouvions pas aller à Yokohama. Nous ne pouvions pas laisser cette créature débarquer. Il ajouta que nous ne pouvions pas simplement tuer le maître d'équipage. Premièrement, nous n'avions aucune preuve tangible. Deuxièmement, nous ne savions pas ce qui se passerait si nous tuions le porteur. La créature pourrait en choisir un autre. Il ouvrit une carte et désigna un point dans l'océan, loin de toutes les routes maritimes et des îles. C'était une zone abyssale, l'une des plus profondes et des plus inexplorées de l'océan Pacifique. Il a dit que nous changions de cap. Nous allions là-bas. Notre voyage vers Yokohama était terminé. Nous n'avions plus qu'une seule destination, le fond de l'océan. Le changement de cap a été remarqué dans les 12 heures qui ont suivi. Les marins expérimentés connaissent le rythme de leur navire et la position des étoiles. Le lendemain matin, des murmures se répandaient dans tout le navire.
Nous ne mettions pas le cap au nord-ouest vers le Japon, mais strictement vers le sud. Le capitaine Sterling fit une annonce par haut-parleur. Il dit que nous devions contourner une zone de tempête soudaine, dont nous avions apparemment été avertis. C'était un mensonge faible et peu convaincant. Les systèmes de navigation modernes permettent de vérifier ces données, et les nôtres indiquaient un calme total sur des centaines de kilomètres à la ronde. L'équipage accepta l'explication sans faire de commentaires, mais la confiance envers le capitaine était brisée. Je voyais des gens se rassembler dans le fumoir et le mess, chuchotant et jetant des regards vers la passerelle. Ils avaient l'impression qu'on leur cachait quelque chose. Le maître d'équipage passa à l'action. Il ne fit rien ouvertement. Son travail était subtil et discret. Il approcha divers membres de l'équipage, principalement ceux qui étaient les plus effrayés ou les plus mécontents, et leur parla. J'ai été témoin de ces scènes à plusieurs reprises, à distance. Il parlait calmement et avec compassion. Il n'appelait pas à la mutinerie. Il semait le doute. Le capitaine a beaucoup changé depuis cet incident. Il n'a pas dormi depuis des jours. Il n'est pas en état de prendre de telles décisions. La sécurité de l'équipage était la priorité absolue, mais nous conduit-il vers la sécurité? Il utilisait leur propre peur contre le capitaine. Il a transformé Sterling, qui était un protecteur, en une menace. Au même moment, des dysfonctionnements mineurs mais critiques ont commencé à se produire sur le navire. Tout d'abord, l'un des systèmes de dessalement de l'eau douce est tombé en panne. Puis le système GPS a commencé à mal fonctionner, donnant des coordonnées erronées. Les mécaniciens n'ont pas pu trouver la cause de ces dysfonctionnements. Tout cela ressemblait à une série de pannes aléatoires. Cependant, elles se produisaient trop souvent et à un moment trop crucial pour ne pas miner l'autorité du capitaine. 2 jours après le changement de cap, le second, Reid, a disparu. Il a été vu pour la dernière fois se rendant à la salle des machines pour vérifier le générateur de secours, qui avait soudainement cessé de répondre aux demandes du pont. Il y est allé seul. C'était une violation des ordres du capitaine, mais les pannes exigeaient une action immédiate. Comme il ne revenait pas au bout d'1 heure, nous avons donné l'alerte. Nous avons fouillé le navire, à nouveau. Nous n'avons trouvé ni raid, ni aucun signe de lutte. Il avait disparu. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La panique, qui avait été contenue par la discipline, a commencé à devenir incontrôlable. La disparition du 2e officier le plus gradé à bord a convaincu l'équipage que le capitaine avait complètement perdu le contrôle de la situation. Ils ont décidé que ses ordres illogiques et son secret avaient même déjà causé la mort de 2 personnes. Ce soir-là, ils se sont rassemblés sur le pont. Ils étaient une dizaine, principalement des membres de l'équipe technique et du pont. Ils n'étaient limite pas armés, mais leurs intentions étaient claires. Le chef mécanicien s'avança et exigea que le capitaine explique ce qui se passait, où nous allions réellement et pourquoi des gens mouraient. Le capitaine Sterling se tenait devant eux, droit et calme. Il ne pouvait pas leur dire la vérité sur la créature, sur l'entrée dans le journal de bord. Il l'aurait même pris pour un fou, et cela n'aurait fait qu'empirer la situation. Il tenta de faire appel à leur sens de la subordination et à son autorité, leur ordonnant de regagner leur poste. Mais son autorité n'avait plus aucune valeur. Ils refusèrent. Le chef mécanicien déclara qu'il relevait le capitaine de ses fonctions car il était incapable d'assurer la sécurité de l'équipage. Le maître d'équipage se tenait derrière eux, dans l'ombre. Il était silencieux, son visage exprimant la même inquiétude que les autres. Il ressemblait à l'un d'entre eux, mais je voyais c'est bien que c'était lui qui tirait les ficelles. Toute résistance était vaine. 2 ingénieurs prirent le capitaine par les bras et l'escortèrent jusqu'à sa cabine où ils l'enfermèrent. En tant que second, je fus également isolé, mais dans la salle de navigation.
Le commandement du navire passa au chef mécanicien. Sa première ordre fut de faire demi-tour et de mettre le cap sur les îles hawaïennes, la terre la plus proche. L'équipage accueillit cette décision avec soulagement. Ils croyaient l'homme que le danger était passé, qu'ils avaient échappé au capitaine fou. Assis dans la pièce fermée à clé, j'écoutais le ronronnement changeant des moteurs. Je regardais à travers le hublot l'océan calme et sombre. Le plan du capitaine Sterling avait échoué. Notre tentative d'attirer la menace vers les fonds marins s'était soldée par un échec total. À un moment donné, j'ai vu dans la vitre le reflet du maître d'équipage debout dans le couloir devant ma porte. Il me regardait droit dans les yeux. Il ne souriait pas. Il a simplement hoché lentement la tête. Une fois. À ce moment-là, j'ai compris que la mutinerie n'était pas dirigée contre le capitaine. Elle était dirigée contre la créature qui avait officiellement pris le commandement de notre navire. Et maintenant, elle nous emmenait où elle voulait. Le nouveau capitaine, le chef mécanicien, mit le cap sur Honolulu. Selon ses calculs, nous pouvions y arriver en 6 ou 7 jours. Un faux calme régnait à bord. L'équipage, soulagé d'être débarrassé de Sterling, qu'il considérait désormais comme la source de tous ses problèmes, croyait que nous allions être sauvés. Les corps des morts furent peu considérés comme des accidents tragiques causés par le stress et l'incompétence du capitaine déchu. J'étais enfermé dans la salle de navigation où l'on m'apportait 2 repas par jour. À travers le hublot, je pouvais voir le maître d'équipage vaquer tranquillement à ses occupations sur le pont. Il ne se comportait pas comme un vainqueur. Il était comme d'habitude, efficace, silencieux, discret. Et c'était ce qui était le plus effrayant. Il contrôlait tout sans donner un seul ordre. Le 2e jour de ma détention, j'ai réussi à m'échapper. La serrure de ma porte était simple et j'ai pu l'ouvrir à l'aide d'une plaque métallique que j'ai retirée du vieux sextant. Je suis sorti pendant la nuit. Les couloirs étaient yamtés vides. Je me déplaçais silencieusement, connaissant les angles morts des caméras de surveillance. Mon objectif n'était pas de retourner dans ma cabine, ni de déclencher une nouvelle mutinerie. Je savais que cela ne servirait à rien. Mon objectif était de mener à bien le plan initial du capitaine Sterling. Je me suis dirigé vers la station centrale de contrôle du ballast. Il s'agit d'une petite pièce située sur le pont inférieur où sont contrôlés les Kingstons, les vannes qui pompent l'eau de mer dans les réservoirs pour équilibrer le navire. Ouvrir ces vannes dans le bon ordre et bloquer les pompes est le moyen le plus rapide de couler un cargo de l'intérieur. Lorsque j'arrivai à la station, la porte était ouverte. À l'intérieur, derrière le panneau de contrôle, était assis le maître d'équipage. Il m'attendait. Il n'avait pas l'air surpris. Il se retourna lentement sur sa chaise. La seule lumière dans la pièce provenait des écrans sombres. Je m'arrêtai sur le seuil. Mon cœur battait à tout rompre. Je réalisais que je n'avais plus peur. « Je savais que tu viendrais ici », dit-il. La voix était celle du maître d'équipage, mais les mots et l'intonation appartenaient à quelqu'un d'autre. Le plan du capitaine était logique, mais prématuré. Tout a son cycle. Il parlait calmement, comme s'il m'expliquait une simple procédure technique. Le corps que vous avez trouvé n'était qu'un vaisseau temporaire. Il a rempli son rôle. Il m'a amené à bord. Ce corps est beaucoup plus solide. Il durera plus longtemps. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. « Nous n'allons pas à Hawaï, » répondit-il. « Nous rentrons chez nous. Ce navire est une bonne arche, du métal solide, beaucoup de chair. Nous emmènerons tout le monde sur le site de renouvellement. Eux aussi feront partie du cycle. Ils ne seront plus seuls. » Il désigna l'écran où une carte était éclairée. L'itinéraire tracé par le chef mécanicien avait été modifié. Le navire ne se dirigeait pas vraiment vers Honolulu. Il se dirigeait vers le même point dans la plaine abyssale que le capitaine Sterling avait choisi. Je compris qu'il n'y avait pas eu de mutinerie. Il n'y avait eu que l'illusion du choix qu'il avait donné à l'équipage. Ils pensaient de se sauver, mais en réalité, ils avaient remplacé un capitaine qui les menait à leur perte par un autre.
Je regardais le panneau de contrôle Kingston. Les leviers de déverrouillage d'urgence se trouvaient juste devant moi. Le maître d'équipage suivit mon regard. « Vous pouvez le faire », dit-il avec indifférence. « Vous interromprez cette transition. Mais le cycle est sans fin. Dans 50 ou 100 ans, un autre navire trouvera un autre radeau. Nous sommes très patients. » Il n'essaya pas de m'arrêter. Il constatait un fait. Je fis un pas vers le panneau. C'était la seule chose qui avait du sens, le seul moyen de mettre fin à ce voyage. Je m'emparai des 2 leviers les plus importants, responsables de l'inondation de la salle des machines et des cales centrales. Je les tirai vers moi de toutes mes forces. Une alarme stridente retentit. Des lumières rouges clignotèrent. J'entendis un bruit sourd lorsque des tonnes d'eau commencèrent à se déverser dans la coque. Le maître d'équipage me regarda sans expression. Il n'était pas en colère. Je ne voyais dans ses yeux qu'une déception froide et infinie, comme celle d'un scientifique dont l'expérience avait été ruinée. Il se leva lentement et, sans dire un mot, quitta le compartiment. Je suis resté à l'intérieur. Le navire a commencé à gîter de manière notable. Les cris de l'équipage paniqué résonnaient dans les couloirs. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Quelques minutes plus tard, l'eau a commencé à s'infiltrer sous la porte. Les lumières ont clignoté, puis se sont éteintes. Le navire a tremblé lorsque la première cloison a cédé sous la pression. L'eau s'est déversée dans la pièce, glacée et sombre. Je n'ai pas essayé de lutter. J'avais fait mon travail. Lorsque l'eau m'est arrivée aux yeux, j'ai vu qu'elle n'était pas trouble. Elle avait une faible lueur phosphorescente, et j'ai compris que nous ne sombrions pas dans le néant. Nous rentrions chez nous. Le cargo Sea Orion, qui avait quitté le port de Long Beach le 24 mai 2024, n'a pas donné signe de vie et n'est pas arrivé à destination, à Yokohama, à l'heure prévue. Les opérations de recherche internationales, qui ont duré 3 semaines, n'ont donné aucun résultat, aucun débris, aucune nappe d'hydrocarbures, aucun signal provenant de bouées de détresse n'ont été trouvés. Le navire, avec 22 membres d'équipage à bord, a été officiellement déclaré disparu dans l'océan Pacifique. La commission maritime a conclu que la cause la plus probable de la disparition était une perte soudaine et catastrophique de flottabilité causée soit par une collision avec un objet non identifié, soit par une anomalie météorologique rare, une vague géante. L'affaire a été classée. 1 an plus tard, le navire de recherche en eau profonde, Gefest 7, appartenant à un institut océanographique privé, cartographiait la plaine abyssale dans l'un des secteurs les moins explorés de l'océan Pacifique. À une profondeur de 6013 mètres, son sonar a détecté un grand objet artificiel. Les opérateurs ont amené le navire à portée visuelle. C'était le Sea Orion. Il n'était ni couché sur le côté, ni brisé en morceaux. Le navire se tenait presque parfaitement droit sur le fond de l'océan, comme s'il était soigneusement garé dans l'obscurité éternelle. La pression à cette profondeur aurait dû écraser sa coque, mais celle-ci semblait presque intacte, à l'exception de l'absence de peinture et de traces de corrosion. Les caméras du Héphaïstus 7 ont commencé une inspection détaillée. Ce qu'elles ont transmis à la surface a réduit au silence les biologistes et les ingénieurs à bord du navire de recherche. La coque du Sea Orion n'était pas recouverte de limon ou de faune marine ordinaire. Elle était entrelacée de structures qui ne ressemblaient à aucun organisme connu de la science. Il s'agissait de câbles fibreux, translucides, qui émettaient une faible lueur bleutée pulsante. Ils pénétraient dans la coque par des hublots et des interstices dans le métal, la reliant au fond de l'océan comme les racines d'une plante géante. Mais ce n'était pas le pire. Le Sea Orion n'était pas seul. Les projecteurs du navire ont repéré d'autres silhouettes dans l'obscurité. À côté, à moitié enfoui dans le fond marin, gisait un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale. Un peu plus loin, on pouvait apercevoir le squelette en bois d'un galion espagnol du XVIIe siècle.
Et tous ces navires, anciens et nouveaux, étaient reliés entre eux et au fond marin par ce réseau unique, lumineux et pulsant.